Madame, Monsieur, chers consoeurs et confrères de la presse, honorable assistance, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forum Liberté. Nous recevons aujourd'hui Madame Lusa Hanour, bonjour. Secrétaire générale du Parti des Travailleurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre quotidien. Alors, l'État a été privatisé de manière brutale, vraiment brutale, même s'il y avait par le passé de la malversation, s'il y avait bien sûr, il y a les procès qui sont en cours, et même des cas d'une ampleur extraordinaire, mais ce processus-là est différent. C'est d'une autre nature, et nous allons y arriver. En même temps que la prise de contrôle des centres de décision économique, nous avons un État parallèle qui se met en place. Vous avez un homme d'affaires, un entrepreneur qui rencontre les ambassadeurs, qui fait des déclarations, qui parle de l'économie, de l'orientation à mettre en œuvre, qui donne les orientations aux ministres, aux ambassadeurs qu'il réunit en Algérie, et les institutions sont gangrénées à tous les niveaux. Alors, cette dérive, elle est beaucoup plus dangereuse que le terrorisme. Parce que le terrorisme était extérieur à l'État. Et l'État était uni et soudé, comme une seule main. Et les institutions et les corps constitués avaient pour seul objectif sauver la République, combattre le terrorisme. Or, aujourd'hui, la gangrène est à l'intérieur de l'État jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire le gouvernement et autres institutions. Alors, cela signifie que l'État peut s'effondrer, peut s'écrouler comme en Somalie. Lorsque l'État est fragilisé à ce point, il s'effondre. Il s'effondre et ce n'est pas une révolution dans ce cas-là. Non, ce n'est pas une révolution, c'est le chaos généralisé qui se propage. Alors qu'on nous dit que les recettes pétrolières, et cela est vrai, reculent, le siphonnage s'aggrave chaque jour davantage. Et cela prépare bien sûr l'effondrement économique, parce que l'oligarchie, c'est la prédation, et avec une arrogance provocatrice à l'égard des Algériens d'État, jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure, je dis bien, mais nous ne perdons pas espoir en ce qui nous concerne, parce que nous sommes des militants. Jusqu'à l'heure, il n'y a pas encore une décision ou une déclaration pour stopper cette dérive de la part des institutions de l'État. Mais nous ne perdons pas espoir. Nous ne perdons pas espoir. Alors, cette dérive donc, qui a commencé en 2014, après les élections présidentielles, a apporté avec elle une nouvelle doctrine économique. Une nouvelle doctrine économique qui en réalité est une remise en cause de la réorientation qu'a introduite le président de la République en 2009 et 2010 dans les lois de finances complémentaires. Lorsqu'il a introduit la règle de 51-49, le droit de préemption pour l'État, la préférence nationale, l'appui à l'industrie et à l'agriculture et d'autres mesures de souveraineté. Nous avions combattu pour toutes ces mesures-là et donc nous avions considéré que c'était une victoire pour l'économie nationale et que cela allait remettre de l'ordre. Or, maintenant, la règle 51-49 a été complètement dévoyée. 51%, c'est devenu dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, mais aussi d'autres secteurs, c'est devenu au service exclusif des privés oligarques. Pas tous les privés, non. Il y a 20 organisations patronales, on ne voit que le président du FCE, on ne voit que 3 ou 4 d'ailleurs du FCE. Dans le FCE, il y a 20 entreprises publiques de taille. Mais on n'entend jamais parler d'elles dans les marchés, dans les contrats. Le Premier ministre a donné une instruction il y a 4 mois pour dire plus de gré à gré. Mais le gré à gré continue, parce qu'on a l'impression d'avoir 20 républiques dans la République. Des ministres qui n'écoutent pas les orientations de leurs premiers responsables. Alors, la déréglementation généralisée. Généralisée, donc cette règle a été complètement dévoyée. Pire encore, on nous dit partenariat public-privé. Que lorsque vous entendez ça, vous avez l'impression que ce sont des marchés ou des contrats entre une entreprise publique et une entreprise privée. En réalité, non. C'est l'entreprise publique. On ouvre son capital pour qu'un oligarque vienne prendre. Gratuitement, cela va de soi, parce que c'est le siphonnage. Et lorsque nous avons dénoncé cela, avec les preuves à l'appui, personnellement, vous le savez, j'ai eu droit à l'insulte, à l'invective. Et à chaque fois, c'est devenu la règle. Parce qu'avec l'oligarchie,
il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas de démocratie. Au Mexique, on est rentré dans une radio, le journaliste était en train de parler, on l'a buté devant ses collègues, et puis ils sont partis, c'est une police parallèle. Parce qu'il y a une oligarchie qui a privatisé l'État à son profit. En Ukraine, en Russie, les journalistes se font flinguer régulièrement. Et jamais la lumière n'est faite, bien sûr. Parce que cela fait partie de l'oligarchisation de tout le système de gestion des affaires publiques et du pays de manière générale. Donc, les oligarques ne supportent pas la démocratie. Ils ne mettent pas tout le monde. Le Parlement, et nous avons vu le chef du FCE faire la tournée. Il a vu le président du Sénat, il a vu le président de l'Assemblée, à qui il a donné instruction pour que les députés votent en faveur du privé. C'est-à-dire des oligarques, pas le privé. Pas le privé. Le privé est en train de mourir. Le privé normal, les 19 autres et même la majorité du FCE, eux, ils n'ont plus droit de citer. Et donc, à part social, je le répète encore, l'oligarchie est née de la matrice de l'État, des institutions de l'État, des connivences, des complicités, des relations. Dès le début de cette dérive, le Parti des travailleurs n'a pas cessé d'alerter. Et je dois le reconnaître, la presse, dans son écrasante majorité, a été très réceptive. Parce que ce sont des Algériennes et des Algériens qui savent parfaitement, plus en tant que journaliste, il est facile d'aller chercher ce qui s'est passé en Ukraine ou en Russie ou au Mexique ou dans d'autres pays qui ont subi les mêmes mutations mortelles comme celles qui ont été imposées à notre pays. Nous n'avons cessé d'alerter les institutions de l'État parce que nous cherchons des solutions nationales. Et nous n'avons cessé de combattre pour la rupture du cordon ombilical. Pour la rupture du cordon ombilical entre les institutions de l'État, c'est-à-dire la matrice, et les oligarques qui sont en train de détruire tous les acquis de ce pays, qui sont en train de siphonner les fonds publics au moment où on nous dit que c'est la période des vaches maigres qui s'installe. Alors, pour nous, c'est la défense de la nation qui est à l'ordre du jour. Et le PT n'a jamais porté d'accusation sans preuve. Vous le savez tous. Le temps nous a donné raison sur Cheikh Ibrahim. Il nous a donné raison sur Abdelmoumen Khalifa, lorsque nous étions les seuls à tirer la sonnette d'alarme en leur disant c'est la mafia russe. Et même certains nous ont accusés, m'ont accusé de, comment dirais-je, de jalousie. Ils ont dit elle est jalouse, c'est une envieuse. C'est une envieuse, Seda, comme ça, en gros titre. Nous savions que c'était une dérive sans précédent. Mais le plus grave, c'est qu'apparemment on n'a pas tiré les leçons. On n'a pas tiré les leçons. Il y a le procès de l'autoroute Est-Ouest. Il y a le procès Khalifa. Les procès de Khalifa. Il y a Sonatrach 1, Sonatrach 2. Il y a une cascade d'affaires chaque jour dans la presse écrite. Mais en même temps, on fait comme si de rien n'était. La politique de l'autruche. Et aujourd'hui, ce n'est plus un Khalifa, avec un Cheikh Ibrahim, un Tmar qui a aidé Khalifa et qui l'emmenait avec lui dans tous les voyages. Aujourd'hui, il y a des dizaines de Khalifas à travers cette oligarchie et il y a les Tmar et les Khlil, malheureusement.